le président m'est de nouveau proposé, que les chambres vont de nouveau, l'Assemblée nationale comme le Sénat, en l'occurrence les commissions de développement durable, m'entendre auditionner, comme on dit, et que j'espère au terme de cela, je serai de nouveau effectivement confirmé dans un nouveau mandat cette fois. Mais effectivement, pour l'heure, c'est le président par intérim que vous avez face à vous, puisque il est paru utile, après effectivement quelques mois de vacances des instances dirigeantes de l'ADEME, cette fois-ci d'avoir une continuité dans la direction de cette belle agence. Alors moi, depuis que je suis maintenant depuis quelques semaines que je suis à l'ADEME, j'ai le plaisir et je crois la grande fierté de rencontrer tous les adémiens, tous ceux qui travaillent effectivement sur les sujets qui nous sont confiés, les missions qui nous sont confiées par les pouvoirs publics. Ils ne sont pas là par hasard, aucun d'entre eux n'est là par hasard, et je crois pouvoir dire que moi non plus, ce qui nous fait assurément déjà un bon premier point commun. C'est pas non plus un hasard si j'ai sollicité, si j'étais candidat à la présidence de l'ADEME, parce que c'est le résultat d'un engagement qui est assez ancien, et puis d'un constat. Je vais expliquer très, très schématiquement. Parce que vous vous rappeliez que j'avais été effectivement conseiller en cabinet, la même personne, en l'occurrence Nicolas Sarkozy, et particulièrement quand il était président de la République, pour le Grenelle de l'environnement, puisque c'était vraiment la mission qui m'était confiée. Moi, j'ai succédé à Chantal Joanneau, qui justement partait à la présidence de l'ADEME. Et donc, je me suis occupé du Grenelle de l'environnement avec Jean-Louis Borloo et l'équipe qui, à ce moment-là, je crois, a posé un certain nombre de fondations. Et d'ailleurs, je retrouve aujourd'hui à l'ADEME des objets connus, ce qu'on appelle le Fonds Chaleur Renouvelable. Il a été créé à ce moment-là, en 2009, par l'une des lois Grenelle. Et aujourd'hui, on continue à le faire fonctionner à l'ADEME avec, je crois, un vrai succès. C'est une belle success story, ce Fonds Chaleur Renouvelable, et il continue à rendre de grands services à la transition écologique de notre pays. Donc, j'ai fait l'expérience de ce que c'était que dans cet engagement écologique, environnemental, d'agir au niveau de l'État. L'expérience et aussi les frustrations, parce que certainement, il faut toujours se poser la question de savoir à quoi on a été utile, à quoi on est utile, et effectivement, des lois ont été posées, des principes ont été actés, mais finalement, les choses n'ont pas suffisamment bougé à l'époque. Et vraiment, j'en ai conçu une forme de frustration, et ça a contribué dans le fait que j'aille, quelques années plus tard, solliciter un mandat local, cette fois-ci pour me dire, bon, ben, on va agir au niveau local, on va faire des choses au moins concrètement. Ce que je crois, j'ai essayé de faire avec la mesure du possible, puisque Charles Mézières a, je crois, fait quelques progrès ces dernières années sur les mobilités. On est ravi Île-de-France avoir soumis au référendum un schéma des mobilités où on passe 85% de la ville à 30 km/h. On crée des voies cyclables. L'objectif, c'est qu'elles soient entièrement cyclables, 100%, partout. Je crois que d'ailleurs, nos progrès ont été salués par la FUB. Enfin, on a, semble-t-il, mis en route une évolution locale, alors avec tout ce que ça implique de discussion, de délibération citoyenne, parce que pour arriver à ça, il a fallu un processus d'une bonne vingtaine de réunions, de discussions. Enfin, j'en ai pas arrivé, on a pris la décision, j'ai pris la décision dans mon bureau. On a vraiment eu tout un travail et que je crois être fondamental. On ne réussira pas la transition écologique sans cet engagement de quantité d'élus locaux avec leurs collègues élus, avec les parties prenantes au niveau local, pour faire évoluer les comportements, les mentalités. On n'est pas simplement sur un sujet qui se réglera par de très gros montants d'investissement. Il va falloir effectivement adapter et faire changer les comportements. Et ça ne se fait que grâce à la discussion, grâce à la délibération citoyenne au niveau local. Donc, je fais l'expérience du local, je fais court, après avoir fait celle du national. Et dans un cas comme dans l'autre, j'ai constaté que ces deux perspectives-là, elles avaient leurs limites. Et je suis très heureux aujourd'hui parce que le sentiment finalement de rapprocher ce qui doit l'être, c'est-à-dire l'action locale, effectivement, compréhension de la nécessité d'un engagement local, mais dans un cadre national, avec effectivement des moyens fournis par la puissance publique au niveau national, avec un cadre réglementaire et avec une planification, une trajectoire. Ce qui au niveau local nous manque terriblement, c'est les outils de planification, les outils de prévision, d'anticipation pour l'avenir. Donc ça,
c'est à la fois ce qui ce qui a fondé mon souhait, ma volonté. J'avais fait une condition un peu sine qua non. Moi, je ne voulais pas être président de l'ADEME si je ne pouvais pas rester maire. Parce que je voulais justement rester au fait de ces sujets locaux qui sont très évolutifs. Et donc, je pense qu'on se déconnecte très vite du terrain lorsqu'on n'y est plus. Et donc, ça me paraissait important de garder les deux. Et ça me paraît important de garder les deux parce que je crois que c'est important qu'on conçoive une transition écologique comme l'alliance du local et du national. C'est vraiment, de mon point de vue, une bonne coordination entre les deux, chacun faisant ce qu'il fait de mieux, on pourra y arriver. Donc voilà un peu l'état d'esprit et le cheminement personnel qui m'a amené aujourd'hui à la présidence de l'ADEME. Alors, je disais que j'avais découvert des ADEMiens imprégnés du sens profond de ce qu'ils font et de la mission qu'ils leur est confiée. Et il y a quelques raisons qu'il le soit. Enfin, c'est utile qu'il le soit parce que les enjeux qu'on a, les sujets qu'on a devant nous sont gigantesques. D'abord, on nous confie des moyens en augmentation de manière tout à fait significative. France 2030, et après le plan de relance, on a monté 2 grandes marches en termes de budget. On se trouve aujourd'hui doté de plus de 4 milliards de crédits, 4 milliards précisément, de budget incitatif, donc le budget à distribuer sur des projets, notamment ce qui fait le très gros morceau en termes d'augmentation, c'est la décarbonation industrielle. Les entreprises ne sont pas des interlocuteurs nouveaux pour l'ADEME. On travaille avec des entreprises depuis très longtemps. Dans Chaleur, dans toutes nos politiques d'accompagnement de l'innovation, on travaille avec déjà des entreprises. Ce qui change, c'est qu'on ne travaille plus seulement avec des entreprises pionnières, celles qui veulent, mais qu'on doit maintenant, aujourd'hui, élargir complètement et discuter et travailler avec l'ensemble des entreprises. C'est-à-dire que la mission change radicalement de dimension. Il ne suffit plus de lever la main pour dire moi j'ai envie de travailler avec l'ADEME et on vient et on le fait. Et généralement, on l'a bien fait dans l'intérêt mutuel. Mais maintenant, il faut que l'ensemble de la classe, si je puis dire, s'engage notamment dans la décarbonation des process industriels. Et donc ça, c'est un autre sujet. On aura l'occasion, j'imagine, d'y revenir parce que c'est un gros questionnement. C'est un peu la même logique avec les collectivités, qui sont des partenaires encore plus anciens, avec lesquels on a une grande diversité encore d'actions, mais on a longtemps travaillé avec ceux qui étaient volontaires, ceux qui étaient pionniers, ceux qui voulaient aller de l'avant, qui étaient convaincus. Il faut maintenant qu'on arrive à massifier notre aide et à être présent auprès de tous, y compris d'ailleurs auprès de ceux qui n'ont pas encore tout à fait conscience de ce qu'on peut leur apporter. Un sujet. Et surtout, je dirais, auprès de ceux qui n'ont pas les moyens d'agir. Parce qu'il y a un sujet d'ingénierie dans notre pays qui est vraiment crucial dans la préparation de la transition écologique. On est encore dans cette phase où besoin pour certaines collectivités d'expliquer les enjeux. C'est pour ça que ceux qui rigolaient quelques-uns, quand Christophe Béchu a parlé de formation des élus, à mon avis, le font à tort. Parce que je pense que, effectivement, les élus que vous rencontrez, que nous rencontrons, qui sont les élus, entre guillemets, évangélisés, le terme n'est pas le bon, mais qui ont compris les enjeux, où il faut aller, etc., ça représente une partie de la population, et c'est celle qu'on côtoie. Il y a tous ceux qu'on ne voit pas, les élus de petites communes, d'intercommunalités, qui ont pourtant des missions essentielles à la transition écologique et qui aujourd'hui n'ont pas les clés de compréhension. Donc, il y a encore un vrai sujet là. Et puis, ensuite, bien souvent, ils n'ont pas les clés de compréhension et ils n'ont pas les moyens d'une action à leur niveau. Et ça, c'est plus problématique parce qu'il va falloir combler ce manque. Donc, voilà, on travaille. Alors après, pas ici que je vais réexpliquer ce que sont les missions de l'ADEME. Il me semble que vous les connaissez bien, et pour certains qui ont suivi l'ADEME depuis longtemps, peut-être même encore un peu mieux que moi, qui n'est que quelques semaines de fréquentation des ADEMiens et des ADEMiennes, mais l'apprentissage se fait. Moi, j'en suis absolument ravi. Comme vous l'avez compris, réconcilier mon envie d'action locale et d'action tout court et nationale. Et donc, je suis heureux désormais qu'il y ait le président d'une structure donc, presque 1120 personnes, puisqu'il faut y ajouter aux effectifs permanents
les contrats, les CDD et un certain nombre d'intérimaires, vous êtes sur des missions temporaires. Donc, on est aujourd'hui une agence en croissance en termes de moyens humains et avec 17 directions régionales, une répartition de présence en Outre-mer, en France métropolitaine, un peu partout. Donc, je m'applique à faire le tour, pour faire connaissance, et puis aussi pour commencer à animer et à mobiliser ce magnifique réseau. Voilà, alors je ne sais pas, après on peut peut-être rentrer plus dans les questions. Peut-être je vous en pose une tout de suite. Oui, après ces premières semaines au sein de l'ADEME, je vais dire souvent, entre guillemets, les nouveaux venus font une sorte de rapport d'étonnement. Est-ce que vous percevez déjà dans quelle situation vous trouvez l'ADEME, finalement, j'allais dire vous avez dit, il y a quand même des gens qui sont là prêts à travailler, mais par rapport aux gros enjeux effectivement, qui nous attendent, enfin, voilà, comment vous trouvez, est-ce que cette agence est bien armée finalement pour faire tout ce qu'elle a à faire? Alors moi, je pense qu'elle a une chance immense, cette agence, c'est que, comme je le disais, ils ont une très grande qualité et une motivation d'un engagement personnel absolument exemplaire. Donc, c'est une très grande chance. Donc, je crois que avoir manager d'autres équipes, notamment des équipes plus locales, parfois c'est compliqué de faire comprendre et d'emmener dans le sens de l'action les gens avec lesquels on travaille. À l'ADEME, jamais ce souci-là. Il n'y a rencontré que des gens qui savent pourquoi ils sont là, je le disais tout à l'heure, et qui ont envie vraiment de se démener, vraiment cette envie de faire progresser et de mettre l'agence au service de ses missions, qui sont aussi des défenseurs de ce qui fait les atouts, les caractéristiques fortes de l'agence, c'est-à-dire l'indépendance de l'expertise. Ce qui ne signifie pas que l'agence soit une autorité administrative indépendante. Ce n'est pas son rôle. De le dire au passage, je pense que l'ADEME, elle a toujours bien fonctionné en étant à la fois un expert public indépendant qui prépare des trajectoires réfléchies, fait de la prospective de manière extrêmement rigoureuse, sans subir d'influence ni les uns ni les autres, mais de manière, je crois, vraiment la plus objective possible, et qui aide ensuite les acteurs à se mettre sur cette trajectoire-là. Ça a vraiment toujours été à la fois cette double action, expertise et accompagnement sur les trajectoires. Et ça, je rencontre des adémiens qui me semblent être tout à fait convaincus de ça, qui attendent effectivement légitimement du président qu'il protège la capacité d'expertise. Je crois que c'est une attente forte parce que, par exemple, dans l'augmentation considérable des moyens qui nous sont donnés, il y a la nécessité d'avoir toujours une bonne adéquation entre les moyens et les ressources humaines dont on dispose. Sinon, on risque de n'avoir plus que des ingénieurs qui font de l'instruction de dossiers à longueur de journée et le moyen de renforcer l'expertise à ce moment-là se perd un petit peu. Donc, il y a à mon avis, à équilibrer les choses. On a plus de moyens humains cette année que par le passé, mais très clairement, la question se pose de savoir si c'est suffisant par rapport à toutes les missions qui nous sont confiées par la puissance publique. Et ça, je présente vraiment vis-à-vis d'eux comme le garant qu'on va regarder ça sérieusement. D'abord parce que si il advenait qu'on se plante, on n'y arrive pas, j'en serais le premier responsable, et donc je n'ai pas envie de nous trouver dans cette situation. Donc je pense qu'il faut, on a je fais depuis quelques semaines, besoin, et on va, les jours qui viennent, essayer de renégocier, rediscuter avec nos tutelles sur des compléments en ressources humaines, et on le fera tout au long de l'année en fonction des missions qui nous sont confiées, parce que c'est un sujet essentiel, de garder des moyens au niveau et de ne pas faire bêtement entre guillemets, de la productivité sur l'instruction de dossier, c'est par ailleurs demandé, mais vraiment de garder aux agents la capacité à être au fond des sujets, à avoir et à bâtir une expertise reconnue qui est la leur aujourd'hui. Après, on a beaucoup de missions, on a effectivement, et le sujet se pose toujours dans toutes ces missions-là, comment est-ce qu'elles contribuent aux grands objectifs qui sont les nôtres. Et donc, je pense que l'ADEME, comme tout organisme qui prétend participer à la transition écologique, doit toujours se demander pourquoi est-ce qu'on a, est-ce qu'on fait efficace par rapport justement aux trajectoires qu'on établit.
on a des domaines dans lesquels je pense qu'il nous faut encore travailler, réfléchir. C'est hier de collaborateurs sur la rénovation du bâtiment. Un grand mystère, tout le monde le dit, le président de la République, tout le monde, en termes aujourd'hui de niveau de rénovation par rapport à nos objectifs, aux trajectoires qui sont connues, planification écologique, on n'y est pas. On n'est pas de très loin. Donc, comment on s'organise aujourd'hui pour essayer de se remettre sur une trajectoire plus conforme à ce qu'il faut faire en termes de rénovation BBC du parc, c'est quand même un très grand sujet qu'on ne doit jamais abandonner. Ça doit être le premier, parce qu'on peut faire plein de choses très, très efficaces et très utiles. Si on reste avec un tel hiatus entre les 700 000 rénovations annuelles et les plusieurs centaines de milliers qu'on doit faire et les quelques dizaines de milliers qu'on réalise, voilà. On a, je crois, je pense que le fait d'avoir un œil un peu neuf sur le sujet, c'est l'occasion de rediscuter avec toutes les équipes de mais c'est quoi nos objectifs vraiment, et de les re-hiérarchiser et de peut-être de se remettre sous tension par rapport aux grands objectifs qui sont ceux de la planification écologique. Il n'y a pas d'autre pour nous. L'ADEME est un opérateur de l'État. On est là doté par le gouvernement et le Parlement des moyens pour éclairer l'avenir et accompagner les acteurs dans la transition. Alors, je me tourne vers la salle pour voir s'il y a déjà des questions, parce que je crois que j'en vois apparaître sur l'écran, mais... J'avais une question, c'était quel va être le rôle de l'ADEME, justement, dans les grands débats qui vont s'ouvrir en termes de transition, la préparation de la SFEP, puis de la PPE, puis de la loi de programmation qui va suivre, et de la SNBC. Est-ce que vous allez continuer à vendre, entre guillemets, les scénarios qui ont été réalisés ces dernières années, ou est-ce que vous allez vous impliquer davantage de ce que vous venez de dire? Oui. Alors, c'est ce qui est souhaité, je crois, auquel les équipes se préparent, c'est effectivement qu'on puisse, je pense notamment à la PPE, sujet important qui, on va effectivement s'organiser pour reprendre, rassembler nos messages, les actualiser et les porter à nouveau dans le débat public. Ce sera, parce que il faut quand même se rendre compte de l'importance du travail transition 2050. C'est quand même vraiment pas quelque chose qu'on peut reproduire comme ça du jour au lendemain. Ça a été un travail de plusieurs années. Le dossier MED, un document, j'imagine, eu entre les mains, est extrêmement fouillé. Et depuis, en plus, l'ADEME n'a cessé de faire ce qu'on appelle des feuilletons sur le mix électrique. Là, on en a un sur les matières premières qui doit sortir. Enfin, on n'a pas arrêté d'extraire finalement des sujets pour faire des focus et finalement compléter l'analyse. Donc, ça reste quand même notre document de base. J'étais il y a quelques jours à Bercy sur le numérique responsable et le travail qui est fait, c'est toujours effectivement par rapport à nos différents 4 scénarios, sobriété au pari réparateur, et donc on regarde à chaque fois, pour solliciter, eh bien, on se sert de ces trajectoires comme support pour vérifier ce qui se passerait. En l'occurrence, c'était sur les activités numériques, donc ça reste notre guide. Néanmoins, effectivement, il faut qu'on extrait un certain nombre d'objets plus faciles d'accès pour les décideurs, notamment sur le débat public autour de l'énergie. C'est fondamental qu'on prenne notre part, souhaité par nos tutelles, et on s'y organise en ce moment de le faire. Alors simplement, le calendrier est probablement en train un peu de glisser. On nous a annoncé quelque chose sur le premier semestre. J'ai l'impression que ces débats-là seront un peu décalés. On est en train, ça fait l'objet aussi pas mal de prises de position et de commentaires, d'avoir la mise à jour du plan national d'adaptation au changement climatique. Là aussi, l'ADEME a travaillé aussi un peu en avance de phase, avec le calendrier bien en tête, et donc on a nous adopté d'ores et déjà une stratégie d'adaptation au changement climatique qu'on porte et qu'on met à disposition de la discussion sur
troisième PNACC. Donc oui, on va continuer à jouer notre rôle, essayer d'éclairer l'avenir, d'éclairer les choix, en nourrissant le débat et en notamment faisant part de nos analyses. Il y a des timings qui étaient remarquables. Je me souviens de celui de la sortie de l'avis sur le véhicule électrique à la veille du salon d'auto, quand même effectivement pas mal, capable, au moment où les gens en parlaient, se posaient les questions, hein, de leur apporter ce qu'on appelle le reflet de nos travaux. Vous disiez que vous souhaitiez renforcer vos équipes. L'effort serait de quelle ampleur? Ça, on est en train de précisément de le regarder parce que on a fait un très gros travail en interne, ce qu'on appelle manquer de temps. On a fallu demander à chacun de nous expliquer ce qu'il faisait, voir comment aujourd'hui on utilisait nos ressources humaines. Ça nous permet d'ores et déjà, lorsqu'on a une discussion avec la direction du budget, soucieuse effectivement du bon emploi et des fonds et des plafonds d'emploi des opérateurs de l'État, de préciser et d'avoir un vrai fondement entre guillemets scientifique à une demande. Voilà, si vous nous donnez 90 millions d'euros de plus sur le fonds économie circulaire, comme c'est ce qui vient d'arriver par la décision de la Première ministre, eh bien, on sait, nous, que pour instruire les dossiers d'économie circulaire, il nous faut tant de temps, et donc ça nous permet de demander des ressources supplémentaires. Il y a une discussion ensuite, une négociation qui s'ensuit, mais très clairement, on s'organise pour avoir une discussion au fond, parce qu'on ne peut pas faire toujours plus avec moins. C'est pas possible. Et surtout quand l'augmentation des ressources est aussi importante. Donc, ça flaire parfois l'esprit de l'empercisme. Oui, chacun joue son rôle. Et donc, dans la discussion, mais je sais qu'on est aujourd'hui, on a vraiment le soutien de ministre de tutelle sur cette question, parce qu'il y a 90 ETP de plus cette année au plafond d'emploi de l'agence. Ça n'était pas arrivé depuis 12 ans. Qu'il y ait autant de ETP en plus. La fois que c'est arrivé, c'était dans la phase de développement de l'agence au moment du Grenelle. Vous voyez, je crois qu'on a... Il y a des signaux qui sont donnés. Est-ce que ça match? Très simplement, ça je ne sais pas encore tout à fait. Et comme on a des missions supplémentaires, de toute façon, on est un peu toujours en discussion. Le fonds vert, sur lequel on nous demande d'intervenir, ça demande effectivement à nos directions régionales, qui sont d'ores et déjà bien sous tension, de participer auprès des préfets à l'instruction de dossiers sur les biodéchets, à l'instruction de dossiers sur les friches. Alors, ça doit être le métier traditionnel de l'agence. On voit arriver des dossiers nouveaux qu'il faut instruire très vite. L'idée du fonds friche, c'est que le fonds annuel, c'est que rendre rapidement notre avis et puis que les fonds puissent être décaissés aux collectivités pour l'essentiel. Donc, sur les biodéchets, comme l'échéance du 1er janvier prochain, il faut de toute façon qu'on aille très vite sur le décaissement des moyens et sur leur mise en œuvre ensuite. Donc voilà, on essaie de gérer toutes ces contraintes, mais en tout cas, moi, je ne suis pas sourd du tout à la fois à la demande des agents de l'ADEME de garder du temps pour le travail d'analyse, d'expertise, de recherche. C'est fondamental, ça fait vraiment partie, je crois, au lieu l'ADEME, c'est une marque magnifique, et c'est vrai. C'est vrai. Je pense effectivement sur un sujet, on est capable de produire un avis, une étude. Allez, il peut y avoir des controverses scientifiques, ça existe, mais je crois que ça apporte vraiment au débat. On vit dans une période où les experts sont beaucoup et souvent remis en cause, et je pense qu'un des moyens d'y répondre, c'est de garder vraiment nos moyens d'expertise, notamment à la pointe de la connaissance sur les différents sujets. Alors, je crois qu'on a une question ou deux en salle, et puis on en a pas mal aussi en visio, je m'en ferai l'écho tout à l'heure. Oui. Victor, est-ce que tu peux parler? Oui. Concernant votre renomination, vous pouvez repasser oui. Oui. Le fonds vert, oui. Est-ce que comment vous placez cet objet? Comment ça fonctionne parallèle à ce que vous faites? Alors, premier sujet, oui. Je vous réponds affirmativement, oui. Le secrétariat général du gouvernement nous a dit collectivement qu'il fallait effectivement procéder à une nouvelle nomination. Donc, vous trouverez
une nouvelle proposition du président de la République sur le site de l'Élysée. J'ai constaté ce week-end qu'il y était. Et donc, le secrétariat général du gouvernement s'est rapproché des assemblées. Et d'ores et déjà, les assemblées sont venues vers nous pour nous proposer des dates d'audition. Il y a eu début avril, je regarde Caroline parce que c'était en cours de fixation hier. Il faut que les deux auditions aient lieu dans la même matinée pour que le vote puisse avoir lieu ensuite et que finalement, en une demi-journée, on ait le résultat de ces auditions. Je dois malgré tout exprimer un certain étonnement parce que ça revient à ce que finalement les statuts de l'ADEME soient sur le plan juridique supérieurs à l'article 13-5 de la Constitution. Mais ce n'est pas très très grave parce que l'article 13-5 c'est celui qui donne le pouvoir au président de la République de procéder à un certain nombre de nominations, dont celle de président de l'ADEME. Eh bien, mais il se trouve que celle de président de l'ADEME, finalement, j'ai été nommé le 23 décembre dernier et pour autant, mon mandat est arrivé à terme parce que les statuts de l'ADEME prévoient des mandats de 5 ans à date fixe et qui ne courent pas à partir de la date de nomination. On aurait pu penser que j'avais 5 ans de mandat depuis le 23 décembre dernier. Mais non. Tout ça se recombine d'une manière que je ne suis pas assez fin juriste pour comprendre et saisir encore, mais ce n'est pas très, très grave. Depuis que j'ai été nommé président et que j'ai pris mes fonctions, j'ai dû faire 4 ou 5 auditions parlementaires. Donc je vais continuer à en faire et c'est très bien. Ça permet de rester au contact des assemblées. En plus, c'est les deux commissions qui sont les plus directement en lien avec nos sujets. Voilà. Il n'y a aucun regret de ma part sur ce sujet, juste un étonnement sur le plan juridique. J'espère lever un jour. Sur la seconde question que vous me posiez, c'était sur le fonds vert. Moi je le vois vraiment plutôt comme un complément. D'ailleurs, regardez ce qui se passe. On avait effectivement 210 millions sur l'économie circulaire, complété par 90 millions par la Première ministre, et puis on est à 300, et il y a de nouveau sur le fonds vert une petite enveloppe sur les biodéchets, parce que c'est l'urgence de cette année 2023, que d'essayer d'accompagner encore un peu mieux les collectivités sur laquelle pèse notamment cette interdiction des biodéchets dans les ordures ménagères au 1er janvier prochain. Donc, c'est un complément à la main des préfets, effectivement, puisqu'on est dans une logique plus de guichet où les élus vont porter, notamment des petites communes, petites intercommunautés vont porter leurs projets au préfet. Une instruction on va essayer d'organiser le plus rapidement possible par l'ADEME, et puis mise en place des moyens. Ça me semble au contraire plutôt complémentaire. Sur les friches, c'est pareil, il y a de nouveau quelques moyens de plus que ceux qui existaient auparavant. Le fonds friche, c'est quand même un très beau succès. Là, je peux permettre de m'exprimer, ce n'est pas coutume comme élu local. C'est effectivement quand même extrêmement efficace pour sortir des opérations de rénovation de friches industrielles, ferroviaires, militaires, scolaires, commerciales, hospitalières, la gamme des friches qu'on a. D'ailleurs, Charles de Mézières, on avait un exemple de chaque. Donc, il y a un peu de boulot à faire pour rénover et reconstruire la ville sur la ville. Donc, pour moi, c'est un complément utile et je pense à penser que ce fonds vert, il ne faut pas que ce soit un one-shot. Mais ça me lève au-dessus de ma condition. En visio, d'ailleurs, il y a Stéphanie Senet de AF Info qui demande si vous avez déjà une vision des dossiers instruits par l'ADEME dans le cadre du fonds vert et est-ce qu'il y a des différences entre régions? Alors, il faudrait que je reboucle avec les DER. Ils commencent tout juste à arriver, puisque ça ne fait que quelques semaines qu'on a fait les webinaires de lancement avec les ministres, avec les préfets. Donc, comme sur les biodéchets, en fait, on avait pas mal de dossiers prêts, les gens qui ont même travaillé au niveau local. Je crois que sur ce sujet-là, on a déjà pas mal de choses qui sont arrivées, mais je dirais des bêtises. Et sur les friches, à mon avis, c'est un flux et un flux un peu continu qui nous arrive. Mais on est dans une phase où, sur tous les fonds qui sont les nôtres, on a vraiment aujourd'hui pas de mal à avoir des dossiers. Et aujourd'hui, les choix qu'on fait sont parfois extrêmement durs. Par exemple, sur le fonds chaleur, plus de 500 millions, 520 millions, on a aujourd'hui dans les tuyaux presque l'équivalent de 900 millions d'euros.
d'aide, qui signifie comme on apporte une participation toujours minoritaire, hein, c'est une subvention, c'est-à-dire qu'on a probablement plusieurs milliards de projets en instance, donc de chaleur renouvelable, de géothermie, qui viennent en financement. Donc on est dans un moment où la crise énergétique épouvantable, avec des effets extrêmement pénibles pour de nombreux acteurs, au moins, je crois, remis vraiment les préoccupations d'efficacité énergétique, de sobriété, de décarbonation sur le devant de la scène. Et on a du coup, ce que disent les gens d'Engie, les gens d'Amtia qui travaillent sur ces sujets. Auparavant, c'était eux qui faisaient la démarche d'aller trouver les élus pour leur dire vous pourriez faire un réseau de chaleur dans tel quartier, etc. Là, aujourd'hui, ce sont les élus qui sollicitent les entreprises pour leur dire on veut absolument développer la chaleur urbaine, aidez-nous à déconnecter le chauffage de nos concitoyens de fossiles. D'ailleurs, sur le web, je vous redonne la parole à la salle juste après. Il y a aussi Clara Alcardi qui a posé une question sur le fonds chaleur, en demandant si vous aviez continué à booster ce développement de la chaleur, notamment des réseaux de chaleur. Alors, évidemment, comme vous le dites, les collectivités sont très demandeuses parce qu'elles ont un problème de trésorerie, finalement, enfin de finances en tout cas. Voilà. Est-ce que c'est un point sur lequel vous voulez continuer de les collectivités sont demandeuses. Juste pour rétablir je crois, ce qui est juste, dans cette affaire, les collectivités délèguent parfois donc, la chaleur, font des réseaux de chaleur, mais elles travaillent là vraiment pour leurs administrés. C'est-à-dire que c'est vraiment pas. Il y a un peu de chaleur qui est fournie pour le chauffage des gymnases, piscines de la ville, etc. Mais pour l'essentiel, il s'agit, je dis ça parce que aussi dans un projet en ce moment d'extension de réseau de chaleur, d'aller être capable de dire on va passer notre réseau de chaleur, en moyenne, ils sont aujourd'hui à 60% renouvelables ou récupérés, et il y a encore un gros talon de gaz notamment qui est utilisé. Donc, se déconnecter complètement du gaz naturel, c'est s'éviter dans les années qui viennent d'avoir des prix du gaz, des prix du chauffage qui vont faire le yo-yo, qui vont suivre les fluctuations probablement très erratiques des prix du gaz. Donc, c'est un vrai objet politique, je crois, et un vrai outil de résilience que d'avoir un réseau de chaleur avec de hauts niveaux de renouvelables et de chaleur récupérée dessus. Donc, oui, on va continuer à promouvoir ce sujet. La chaleur, c'est la grande oubliée de toutes les analyses énergétiques. C'est presque la moitié du besoin d'énergie, 45%. Et donc, quand on agit pour donner de la chaleur renouvelable, produire de la chaleur renouvelable, développer la géothermie, qui est vraiment une merveille sur le plan énergétique, il y a un potentiel absolument considérable. Il y a 20 fois en potentiel au moins ce qu'on fait aujourd'hui. 5 gigawatts et capacité, on devrait pouvoir être à 100. Donc, il y a vraiment, je crois, des capacités assez considérables, des impacts en dehors du fait que de temps en temps, il faut faire un réseau de chaleur, ouvrir les rues pour faire passer les tuyaux. Honnêtement, les nuisances pour la collectivité et pour les habitants sont extrêmement faibles. Donc, une très bonne acceptabilité de ce type de réseau. Donc, il y a vraiment matière et ils sont financés aujourd'hui sur le fonds chaleur, ces initiatives. Donc, on veut continuer à les pousser et on va, avec nos tutelles, demander aussi peut-être qu'ils soient dotés de manière plus importante. Je me souviens d'un engagement présidentiel de le doubler à 1 milliard, ce fonds chaleur. Donc, on voudrait effectivement que et on pense que cet engagement-là, il a raison d'avoir été énoncé et il faut par étapes, on augmente les moyens dont on dispose là-dessus. Oui. Je voulais vous parler du plage. Oui. Super base. Cette expérimentation qui est Oui, alors c'est pour nous là aussi un dossier prioritaire en termes d'actualité, puisque on nous demande de concrétiser cet affichage environnemental aujourd'hui dans 2 domaines, le textile. Je ne sais pas si vous estimez les difficultés des discussions sur le textile, mais elles sont encore bien plus grandes sur l'autre sujet qui est celui de l'alimentation.
Je veux simplement redire que pour nous, c'est vraiment un axe extrêmement important. On disait tout à l'heure, éclairer l'avenir, donner des clés de compréhension aux consommateurs. L'affichage environnemental, ce n'est pas un gadget, c'est un vrai outil pour orienter la consommation de nos concitoyens vers les produits qui ont le moins d'impact pour l'environnement. Donc, c'est un pan considérable, je crois, des services que progressivement, nous pouvons contribuer à rendre aux consommateurs. Donc, on prend ce sujet-là très, très à cœur, avec, comme toujours, je crois, un esprit de justice et d'essayer d'avoir dans la création des outils des choses qui soient le moins discrétionnaires, le moins arbitraires ou sujets à la discussion, parce que nos méthodologies, nous, qu'on a vu à mettre en place, elles sont transparentes et donc opposables. L'idée, c'est que tout un chacun puisse, à un moment donné, aller refaire les calculs en reprenant les éléments et que tout soit sur la table. Les pondérations, les différents sujets. Je parle là comme... pas faire le savant, parce que je ne maîtrise absolument pas, et beaucoup moins bien en tout cas que mes collaborateurs, la façon dont on va très précisément cumuler et synthétiser toutes ces données. Mais ce dont je suis sûr, c'est que leur méthode de travail, c'est de pouvoir en rendre compte à tout instant, et puis sur n'importe quel produit, on sache, à partir des données, expliquer très précisément comment on arrive au résultat. C'est fondamental parce que c'est un outil qui est porté par les pouvoirs publics, ce n'est pas un outil de promotion d'un secteur ou d'un autre, c'est un outil qui est censé donner une information objective, la plus objective possible aux consommateurs. Alors on a entendu, parce qu'on n'est pas sourd, qu'il y a effectivement des inquiétudes de certains secteurs sur la façon dont ils allaient être traités. Et on partage ces préoccupations-là. S'agissant du bio, dire les choses... on est absolument convaincu que l'agriculture bio et le fait que le bio se développe, c'est un des éléments importants, si ce n'est essentiel même, de la transition qu'on doit accomplir. Mais ça ne peut pas nous conduire à ce qui est une prime bio. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on regarde sur chaque produit la totalité des impacts, en intégrant le plus possible. Alors, il y a des choses... on a d'ores et déjà commencé à faire. On nous a dit, vos analyses en cycle de vie n'intègrent pas tous les éléments. Très bien, on est en train d'essayer de le faire, donc d'améliorer les choses, notamment pour aller à la rencontre des préoccupations des producteurs bio. Mais il y a dans le bio, comme dans les produits conventionnels, une variété de produits avec des impacts potentiellement différents, et chacun doit faire l'objet d'une évaluation objective et non discriminatoire. Donc, c'est ça que nous portons. Je pense qu'on va y arriver. Je pense qu'on va y arriver parce qu'on a absolument pas dans nos projets de nuire à quelques secteurs, que ce soit mais essayer d'avoir un outil aussi objectif que possible. Naturellement, à l'ADEME, rien ni culturellement, ni historiquement, ni contre l'agriculture bio, bien entendu, et on voudrait simplement que l'affichage environnemental reflète les réels impacts de chacun des produits de manière la plus objective. Donc, on va continuer la discussion, conscient qu'il y a des inquiétudes. Là, c'est cette année. Il faut qu'on sorte d'ici la fin de l'année. Donc, il y a des réunions dans les semaines qui viennent. Il y a une à la fin du mois, je crois, importante avec différents partenaires. Ce sera, je pense, présidé par la ministre qui suit ce sujet, Bérangère Couillard. Et puis ensuite, on va retravailler autant de temps qu'il le faudra, mais enfin, avec cette contrainte qu'il faut quand même qu'on arrive un jour à sortir et que l'éco-score puisse exister. Je vois la façon dont le Nutri-Score réoriente les consommations. C'est important ce qu'on est en train de faire là. On va vraiment donner aux gens un outil utile. Votre prédécesseur était un chaud partisan de la taxe carbone. Mm-hmm. Est-ce que c'est aussi votre cas ou vous envisagez d'autres solutions de monétariser les émissions de l'agriculture? Alors, faut revenir à l'objectif. Taxe carbone, c'est faire passer un signal prix sur notamment les produits énergétiques qui ont une composante carbone importante.
je crois que, enfin, il y a quelques années, parce que je travaillais pour Nicolas Sarkozy, on a, in fine, a été retoqué par le Conseil constitutionnel de promouvoir une taxe carbone dans un contexte de prix qui était quand même un tout petit peu différent. Je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, il y ait besoin de rajouter beaucoup sur le prix des carburants ou des combustibles pour que le signal de rareté et finalement d'obliger à l'économie et à la décarbonation soit perçu. Bon, l'État joue un rôle de jeu parce que d'un côté, il veut décarboner, ouais. d'un autre côté, il subventionne la consommation de produits fossiles. Alors l'expression, moi, je pense que les acteurs économiques à qui vous demandez de se préoccuper de la fin du monde, sans comprendre qu'ils ont leurs préoccupations de fin de mois, ne vous écoutent pas, ne vous entendent pas. Donc, je pense qu'en réalité, il y a quelques raisons d'essayer de faire les deux. Si l'envolée des prix de l'énergie qu'on a connue, la ponction que ça représente sur le pouvoir d'achat d'un certain nombre d'acteurs, entreprises comme particuliers. Si vous ne les aidez pas, ben, tout simplement, la crise énergétique aboutit à ce que vous leur retiriez, entre guillemets, une capacité d'investissement dont ils ont précisément besoin en ce moment pour sortir des systèmes énergétiques calés sur les fossiles et souvent peu efficaces dans lesquels ils sont. Donc, c'est paradoxal, mais je crois qu'il faut arriver à faire les deux. C'est extrêmement coûteux et pesant pour les finances publiques, mais je pense qu'il faut que les gens soient rassurés sur le fait qu'ils vont passer la fin du mois pour qu'ils puissent être disponibles, et c'est pas gagné, hein, mais à investir et à préparer les investissements qui permettent d'éviter la fin du monde. Je résume la façon dont j'ai tendance à voir les choses. Donc, la taxe carbone, voilà, c'est un sujet de politique publique. On aime bien, nous, à l'ADEME, et je crois qu'ils ont, avec quelques raisons, des politiques d'ensemble. Il y a des sujets aujourd'hui, on parle de consignes, on parle de ZFE, etc. À chaque fois, ces sujets-là, il y a forcément une polarisation politique qui se fait sur une mesure ou sur un sujet. On aime bien nous les remettre dans le contexte un peu plus global. Quand on parle de la consigne, et d'ailleurs, c'est aussi ce que dit la ministre aujourd'hui, la question c'est comment on fait progresser le réemploi, comment on fait progresser les taux de recyclage. Et donc, un outil en tant que tel, peut avoir sa vertu, etc., mais jamais seul. De toute façon, c'est dans le cadre de politiques globales. C'est l'ensemble des politiques qu'il faut arriver à mettre en place. Sur les mobilités, c'est pas pour ou contre les ZFE, c'est comment on fait pour que sur un territoire donné, les mesures qui sont mises en place, encouragement au vélo ou mobilité active, se coordonnent avec une prise en compte des besoins de déplacement d'un certain nombre de catégories de population, comment on gère tout ça, comment on développe le ferroviaire, comment on développe les transports en commun, généralement. Enfin, donc, on est généralement un peu gêné de répondre sur une mesure prise isolément parce que c'est en général plutôt un ensemble de mesures qui permettent d'atteindre nos objectifs de politique publique. Ouais. Oui, tout à fait. Oui. Je vais reformuler pour ceux qui sont là, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde entende. C'est une question sur l'économie circulaire, sur le taux de recyclage et sur l'indice de réparabilité. C'est ça. Et sur le passage de l'indice de réparabilité à l'indice de durabilité. Sur le premier sujet, sur les taux de recyclage, là on est, alors, si on est pour les
toutes les questions de déchets industriels ou des professionnels. Mais si on est sur le gros des déchets ménagers, il faut qu'on continue vraiment à travailler avec les collectivités. Alors, elles sont aujourd'hui quand même toutes dans un peu dans une seringue quand même, hein, si, avec à la fois des hausses de TGAP, les évolutions de la TGAP donc, qui frappent les tonnages qui sont mis en enfouissement et en incinération qui vont de manière croissante, hein, entre je crois, 19 et 25, elle est multipliée par 5 hein, quand même pour ce qui est mis en enfouissement. Donc il y a plein de territoires où aujourd'hui, quand même, cette envolée des coûts sur les déchets met sous tension le système et fait qu'on vient à travailler sur une meilleure structuration des filières de la collecte sélective, justement sortir de la poubelle marron, la poubelle noire, tout ce qui peut l'être, le verre, les biodéchets. Enfin, donc, je crois avec cette hausse de la TGAP, c'est d'ailleurs l'objet, hein, mise sous tension globale du système. On y ajoute des mesures réglementaires comme sur les biodéchets, et donc je pense que les collectivités aujourd'hui sont dans une situation assez réceptive, où elles sont assez réceptives, sauf à laisser filer les taxes et la fiscalité sur la TOM ou la ROM en fonction des territoires. Certaines sont dans cette démarche-là, malheureusement, parce que c'est plus facile d'augmenter les impôts en maudissant l'État que de se mettre à un système de tri performant. Mais ça ne durera pas. Et donc, notre rôle, nous, à l'ADEME, on le voit comme un organisme qui doit, à ce moment-là, aussi proposer aux collectivités de les aider sur la structuration. Parce que ce sont des problématiques un peu complexes quand même, et on retombe sur une difficulté d'ingénierie. Vraiment des territoires qui ont du mal à concevoir et à imaginer comment on se sort de cette seringue dans laquelle les pouvoirs publics ont mis les collectivités sur le tri. Donc, la solution, c'est à mon avis d'être encore davantage présent par des... je vais donner un chiffre. Il y a aujourd'hui 700 chargés de mission, plus de 700, équivalent temps plein de chargés de mission dans les collectivités qui sont financés par l'ADEME. Alors, sur ces différentes politiques, pas que sur l'économie circulaire, aussi sur le développement des énergies renouvelables, aussi sur la chaleur. Et donc, c'est quand même un apport en ingénierie assez considérable, mais je crois qu'il faut encore l'amplifier et je commence à penser qu'il faudrait, pour reprendre l'image que j'utilisais tout à l'heure, que ces chargés de mission soient moins chez les premiers de classe et un peu plus chez les autres qui justement, ont un peu plus de mal, sont un peu plus loin du sujet et parfois n'ont pas du tout les moyens de s'en occuper. Donc, on a, à mon avis, un rôle à jouer pour accompagner. Il y a une prise de conscience qui est liée au contexte financier et réglementaire important, et il faut maintenant qu'on la convertisse en des organisations de prévention des déchets, de travail sur le recyclage, la promotion du recyclage. Il faut être là, pour le coup, avoir bien en tête tout ça, parce que j'ai l'expérience d'élu local. Quand vous êtes dans le collectif, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et quand on ne voit pas ces déchets, c'est-à-dire que le pire, c'était le vide ordure. Balancez tout dans un truc et vous ne savez pas du tout ensuite ce que ça devient. Alors là, on ne voyait pas les déchets. On ne voyait pas ce que vous coûtent les déchets. La question, est-ce que vous savez tous aller retrouver votre TOM, votre ROM que vous payez annuellement? À mon avis, donc, un truc dont vous ne savez pas ce qu'il vous coûte et vous ne savez pas ce qu'il devient, ce n'est pas un truc dont vous vous préoccupez. Donc, le faire apparaître, ce sont des politiques. Alors, il va y avoir des mesures nationales, mais ce sont d'abord des politiques locales, vu que localement, on arrivait à faire des choses magnifiques. Enfin, moi, je suis admiratif de ce que fait par exemple le Grand Besançon sur les déchets depuis très très longtemps. C'est un vrai modèle. Ils doivent avoir un poids en OM qui est la moitié de celui que j'ai à Charleville-Mézières, et pourtant on est déjà légèrement en dessous de la moyenne nationale. Mais donc on voit qu'il y a des stratégies locales qui fonctionnent bien, et c'est à mon avis ça qu'il faut qu'on arrive à pousser et permettra d'améliorer les taux de recyclage. Sur les indices de réparabilité et de durabilité, effectivement, c'est extrêmement compliqué parce que l'accès aux données est difficile et
complexe. Néanmoins, je crois quand même que les esprits s'ouvrent un petit peu. Je vois la discussion que j'ai pu avoir avec certaines grandes marques en marge de l'événement sur le numérique responsable il y a quelques jours, parce que les travaux de l'ADEME et de l'ARCEP montrent une chose très, très intéressante, c'est que le numérique sera responsable si les terminaux du numérique progressent en réparabilité, en durabilité. C'est 70% de l'empreinte de carbone du numérique, c'est ça. Et donc, quand on veut travailler sur ces sujets-là, on retombe effectivement sur ces questions. Et j'ai l'impression, alors bon, les intérêts industriels sont immenses et extrêmement puissants, mais que quand même, eux, y compris, la marque là, qui produit ce téléphone, se disent qu'ils ne vont pas pouvoir, sur un marché aussi, surtout si ce qui se passe en France se passait en Europe, enfin, était sur un marché aussi important pour eux, pas pouvoir négliger de collaborer un minimum justement à l'amélioration. Or, on a besoin que les industriels collaborent un peu. Sinon, ça va être très compliqué de bâtir des indices de réparabilité, de durabilité sans leur concours. Remarquez que qu'il y a aussi y avoir des arbitrages à certains moments entre choses extrêmement réparables et des choses efficaces sur le plan énergétique. La discussion doit se poursuivre. Mais on pourra refaire un point si vous le souhaitez. Pardon ? Sur le calendrier, je vous dirais une bêtise en vous l'affirmant. Je sais qu'on travaille à passer à ce sujet, mais je ne sais pas si Caroline, tu as. D'accord. Bon. Moi, je n'avais pas entendu la date comme certaine dans les présentations qui m'ont été faites. Mais le plus tôt sera le mieux, ça, c'est sûr. Pour dire aux auditeurs, donc c'est pas sûr que ça soit 2024. Hein, oui, c'est ça, sur le passage à l'indice de durabilité. Voilà. Et ça dépend du ministère de la Transition écologique. On va prendre quelques questions en visio. Qui, pour le coup, n'est pas dans un. Enfin, est-ce que c'est possible d'y passer? C'est vraiment une histoire de capacité plus que finalement de volonté, semble-t-il. Alors, je prends 2-3 questions sur visio, puis on revient dans la salle. Alors, il y a Olivier Guichardas qui a posé une question très, très précise au début vis-à-vis de 2 demandes qu'il a faites au service de presse il y a 2 semaines. Oula. Je ne vais pas les redire là parce que je n'ai pas eu le temps de les noter sur le chat. Qui n'aurait pas connu. Qui n'aurait pas eu réponse. Alors, il en profitait pour vous demander de faire pression sur vos services pour avoir les réponses. Je ne quitterai pas la pièce sans que responsable de la communication ait pris note des éléments. Parce que je doute que vous ayez la réponse. Enfin, oui, j'ai vu passer des histoires de litière. Voilà, litière et je ne sais plus. Et pot de yaourt. Olivier, le message est passé. Il y a 2 questions qui nous ramènent sur l'énergie, qui nous amènent à l'énergie. Anne-Claire Poirier demandait si l'ADEME avait le souhait ou est en mesure de faire des études sur la relance du nucléaire. Et je vais coupler sa question à une autre question d'Antoine de Ravignan, qui demandait votre avis sur le fait de savoir si ça serait bien que la CNDP organise un débat public sur la future loi énergie-climat, puisqu'il y a beaucoup de questionnements sur la façon dont le mix énergétique français doit évoluer. Voilà. Donc, comment l'ADEME peut se positionner sur ce débat toujours très crispé en France? Supprimer la CNDP. Oui. Alors, le nucléaire n'est pas aujourd'hui dans nos sujets d'études. Néanmoins, quand on travaille sur les exercices de prospective à l'horizon 2050, on tient compte des éléments, naturellement, de la politique énergétique qui nous sont connus. On a donc, si on se réfère à ces sujets, en transition 2050, la position de l'ADEME, c'est de dire on arrivera à cette neutralité carbone à la condition de faire beaucoup de sobriété énergétique, c'est-à-dire de réduire le plus possible notre besoin d'énergie. Ensuite, de développer massivement des énergies renouvelables qui sont aujourd'hui et qui seront gagnées encore en production par des rendements d'échelle, des progrès technologiques, produire massivement des énergies renouvelables
à des coûts compétitifs dans les années qui viennent. Et s'il y a, il y a de toute façon dans les premières décennies une composante importante qui est celle du nucléaire installé, et s'il y a du nucléaire nouveau, bien ça rentre dans ça rentre en mix, que ça sécurise d'une certaine manière sur la partie électrique, mais on est sur quelque chose qui a complètement sa place dans le paysage. Par ailleurs, je peux comprendre que le président de la République souhaitait effectivement la relance et la création de nouveaux sites EPR. Donc, ça va venir prendre en compte, et on l'a pris en compte dans les travaux sur le mix électrique. Et pour nous, ça ne revient pas, ça ne vient pas perturber notre message qui est beaucoup de sobriété, beaucoup de renouvelables. Si il y a du nucléaire, tant mieux. Et, en tout cas, ça ne change pas profondément l'analyse et tout le travail qu'on doit faire sur la sobriété, secteur par secteur, le développement de toutes les énergies renouvelables. Donc, mais nous, là-dessus, je crois sur des messages qui sont tout à fait stables. Le nucléaire, ça peut influer aussi sur la production d'hydrogène décarboné, ce qui peut avoir des effets sur les politiques industrielles et la décarbonation de l'industrie que vous mentionnez au début. Alors, sur l'hydrogène, très honnêtement, on a le sentiment qu'on ne voit pas encore précisément la place qui va être jouée par ce vecteur. En fait, c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, nous, on continue à accompagner, pour tester, voir comment ça fonctionne sur des écosystèmes locaux, regarder la production d'hydrogène renouvelable, c'est ça qu'on soutient, décarboné, et des usages, comment ça fonctionne, quels sont les usages qui montrent leur pertinence à l'égard de l'hydrogène. Et puis, on a des appels d'offres, des appels à projets, plutôt, sur des briques technologiques. Donc, voilà, encore, me semble-t-il, il est peut-être encore un tout petit peu tôt et un peu prématuré de dire précisément quelle sera la place exacte du vecteur hydrogène. On a encore besoin de travailler. Parce que l'État mène actuellement une grande offensive, on peut dire, au niveau européen pour placer l'hydrogène décarboné. Et l'expert énergétique ADEME dit, pour l'instant, c'est pas très bien à quelle place ça va. On n'est pas sur les mêmes patrons. Là, en l'occurrence, on a des décisions compte tenu des investissements très importants qui envisagent effectivement des liaisons entre l'Europe, la Méditerranée, la France, l'Allemagne. Et je crois que c'est tout à fait le rôle des pouvoirs publics, effectivement, d'anticiper, d'envisager ce genre de raccordement. Mais on dit très, très simplement que sur l'hydrogène, il faut encore qu'on voit très précisément comment ça fonctionne. On sent que sur la mobilité lourde, il est probable qu'il ait sa place, que sur un certain nombre d'applications industrielles également, il puisse avoir son utilité, mais de manière précise, on saura tout ça dans les années qui viennent. Et sur un éventuel débat de la CNDP sur la loi énergétique. Ah ben moi j'ai compris alors qu'on avait d'ores et déjà des discussions qui s'organisaient, qui avaient lieu, des débats régionaux. Je le sais parce qu'on nous demande d'y participer, d'y contribuer, travailler notamment avec RTE sur un certain nombre de messages. Donc, je crois qu'il y a la volonté, effectivement, dans le cadre de la préparation de la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, qu'il y ait un débat public. Ça, je suis. Alors, ce sera un débat public organisé par la CNDP ou sous une autre forme, ça, je ne le maîtrise pas, mais je peux vous indiquer que le souhait de la ministre de la Transition énergétique, c'est bien qu'il y ait un débat, puisqu'elle nous a précisément demandé, je reboucle avec la question que vous me posiez tout à l'heure, de préparer des éléments et qu'on soit capable, en fait, RTE a sa compétence sur la partie électrique et compétence plus globale sur l'énergie, notamment les messages sur la sobriété énergétique. C'est à nous qu'il revient de les articuler, de formaliser. Donc, on va travailler avec eux, notamment, pour qu'il y ait tous les éléments disponibles versés à la réflexion. Ça, c'est, comme elle nous demande ça pour le débat public, j'en conclus qu'il y a un souhait profond de débat public, une forme. Moi, je ne connais pas précisément.
Bon, donc vous avez répondu sans le Aussi. savoir à la question de Brigitte sur votre participation aux travaux de RTE. Donc, Ah oui, oui. pas la peine Ah non, mais on revenir. travaille de manière très, très proche et très proche avec RTE. Et je pense que on a même un approfondissement à faire avec RTE. RTE et l'ADEME ne sont pas n'importe quel opérateur. On a aussi, je le dis, des contacts réguliers. Alors, au niveau des équipes, moi, j'ai encore pas eu la possibilité et le temps de le faire, mais on a des discussions avec Megawatt, on a des discussions avec le Shift Project. On travaille aussi avec les parties prenantes qui ont les ONG qui ont cette expertise sur l'énergie. Mais entre l'ADEME et RTE, ça me semble encore plus important. On est deux organismes publics, l'un qui est en charge de l'équilibre du réseau électrique et l'ADEME largement de la prospective en matière d'énergie. Et c'est donc très important qu'on arrive à se mettre d'accord sur le fait de partager un certain nombre d'hypothèses et d'avoir des messages convergents. Parce que sinon, on va quand même vraiment perdre nos concitoyens et je crois ne pas être utile au pouvoir public si on avait vraiment des choses inexpliquées entre nous. Je crois que ça n'aiderait pas. Ça créerait probablement des matières à des polémiques tout à fait inutiles. Il y a déjà assez de débats chauds sur les sujets énergétiques dans notre pays sans qu'on les alimente par négligence. Alors, on va frustrer tout le monde. Il reste 10 minutes parce que M. Ravignon doit partir à 9h50. On va prendre une question là. Je reprendrai une question de la visio, puis on verra si on va faire des questions courtes et des réponses un peu courtes. C'est déjà 1h20 qu'on est là. Ça peut venir. Oui. Oui. Oui, tout à fait. C'est ça, oui. C'est un vieux chiffre déjà. Alors, d'abord, sur les chiffres, bon, il y a peut-être aussi quelques petites différences méthodologiques qui expliquent la différence. C'est-à-dire que oui, je ne suis pas certain qu'il faille se réjouir d'avoir baissé de 10% déjà le gaspillage alimentaire au niveau. Je ne suis pas sûr. Mais par contre, effectivement, la part des ménages, c'est la plus difficile à évoquer et à traiter. Je pense qu'on revient quand même beaucoup sur ce qu'on disait un peu tout à l'heure sur le traitement des déchets ménagers, comment on s'y prend, et comment on va faire notamment pour que cette interdiction des biodéchets soit la plus opérationnelle possible. C'est que le 1er janvier prochain, il restera probablement quelques biodéchets dans nos poubelles. Néanmoins, en tendance, il faut vraiment tenir bon sur cet objectif-là. C'est un objectif qui est vraiment… dont on imagine, c'est d'essayer d'illustrer dans le débat public tout ce que peut permettre effectivement une meilleure approche, une récupération de ces biodéchets en termes de retour au sol et en termes aussi de méthanisation. Parce que on a quand même, là, à mon avis, un gisement assez considérable de biogaz et être capable de produire ce gaz et de ne pas l'importer, par exemple, un certain nombre de pays qui stratégiquement sont susceptibles de nous le faire payer un jour ou l'autre, ça ne me semble pas complètement inintéressant. Donc, on est en train de regarder, d'évaluer les gisements, comment en rebouclant, en essayant ainsi de motiver, mais ça renvoie beaucoup là encore aux politiques qui sont mises en place localement pour récupérer les biodéchets. Alors, je crois que toute la France aujourd'hui, à peu près, quelques trous dans la raquette, mais essaie d'équiper ses habitants en composteurs. Ou en composteur individuel ou en composteur collectif. Mais derrière, il y a aussi des questions de circuits de collecte supplémentaires. On est dans cette phase-là. Sur les biodéchets ?
Alors ça, je ne suis pas en capacité de vous le dire. Je n'ai pas les éléments de comparaison. Il y a des gisements assez concentrés, les cuisines collectives, des communes, intercommunalités, les restaurateurs, enfin, tout ça, je ne dirais pas que c'est facile, mais on sait aller chercher un gisement important. Je ne pense pas qu'on soit très très loin de le faire. Je ne sais pas si les autres sont beaucoup plus avancés que nous. Les ménages, ça reste compliqué et je serais curieux de savoir, enfin, je bouclerai avec mes équipes, mais s'il y a vraiment des initiatives au niveau européen qui sont si performantes que ça. Ce qui se passe dans la cuisine de chacun, c'est assez fondamental, mais c'est vraiment un endroit difficile d'accès. Il faut vraiment, notre message, nous, à l'ADEME, c'est le plus possible, si on veut justement, ça a des conséquences ensuite sur les niveaux de recyclage, des emballages. Donc, c'est dès la cuisine, avoir vraiment les consignes de tri qui soient respectées. D'emblée, avoir les 3 réceptacles, biodéchets, OM et tri, collecte sélective. Quand ça part de ce niveau-là, on a une petite chance, effectivement, que ce soit efficace au global. Mais c'est encore rarement le cas. Insuffisamment le cas, en tout cas. Pas rarement, insuffisamment. Je vais relayer 2 questions d'Yves Guita qui sont là, puis on prendra aussi la tienne. Et comme ça, vous verrez comment vous gérez les 5 dernières minutes. Donc Yves Guita avait 2 questions. Une sur la rénovation des logements, en disant qu'il y avait beaucoup d'aides qui étaient éparpillées et que ce n'était pas facile pour les particuliers, par les copropriétés, de mettre tout ça, enfin d'arriver à y accéder. Donc, comment l'ADEME pourrait aider? Bon, ce n'était pas dit, mais je suppose qu'il y a aussi le rôle avec l'ANA. Donc, oui. voilà. Donc, première question, rénovation, soutien. Une question sur essayer de stopper la déforestation et l'artificialisation des sols. Voilà, jusqu'où on peut aller, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et puis, j'ai dit très vite. Hein. Ouais. D'accord. Sol, eau. Alors, le premier sujet, c'était rénovation. Oui, la rénovation. Ouais. Alors, sur la rénovation, je pense il y a 3 choses qu'il faut qu'on arrive à traiter. Et effectivement, je suis pas certain qu'on ait encore tout à fait la bonne gouvernance sur le sujet. On a, nous, à l'ADEME, ce qui est sûr, c'est qu'on est convaincu qu'on a une rénovation thermique efficace que si elle combine plusieurs gestes. Elle peut être faite par étapes, mais pas 10 étapes. Il faut que ce soit 1, 2 ou 3 au maximum. Quelqu'un qui met dans son appartement dans lequel il vit le chantier pour refaire quelque chose, il va de toute façon pas le faire 10 fois. Il y a un moment, on accepte d'être gêné par les travaux, un nombre assez limité, 2 fois, et il faut réaliser à ce moment-là un ensemble de gestes. Sinon, c'est la performance de la rénovation qui est pas au rendez-vous. Donc ça doit être l'objectif. Donc il faut arriver à faire passer ce message-là et effectivement à donner l'envie à nos concitoyens, qu'ils soient propriétaires, occupants, propriétaires bailleurs, copro, enfin, de se repérer dans l'offre qui existe, qui est importante. Alors, il y a quand même quelques grosses innovations. MaPrimeRénov' est chose d'important, et le fait qu'on soit passé d'un crédit d'impôt à une prime, à mon sens, c'est aussi une bonne chose, touche plus facilement les gens. On n'y est pas encore, ni en volume, ni dans la qualité de ce qui est fait. Il faut dire les choses, je crois, clairement. Donc ça, on a besoin de mieux s'organiser. On a quand même aussi un autre sujet autour duquel on tourne, qui est le financement. On parle là d'opérations qui ont normalement, financier, mais un payback rapide. On rentre très rapidement dans son investissement, et spécialement dans les périodes de prix de l'électricité ou prix du gaz ou prix de l'énergie globalement élevés. On rentabilise encore plus rapidement des investissements. Et ces investissements, pour autant, ne se font pas, et le système
système bancaire, le système financier au sens large, ne le finance pas. C'est quand même un truc étonnant. Moi, j'entends très fréquemment la finance durable me dire on a plein de choses à proposer pour aider justement à tenir les objectifs climatiques. Il y a là un super truc à faire ensemble, essayer de faire ensemble, c'est de financer des actions utiles à la transition écologique, à la transition énergétique dans le bâtiment, rentables et qui vont donc libérer, in fine, du pouvoir d'achat pour les citoyens. Ce sujet-là, à mon sens, doit être un sujet de mobilisation un peu majeur. Puis, dans la réno, il y a quand même un dernier petit sujet qui est que on discute et on travaille avec les filières pour que, au moment où tous les feux seront ouverts et on allumera la fusée, il y ait les artisans, les matériaux qu'il faut pour fournir la rénovation énergétique. Donc, il y a quelques conditions qui me semblent encore aujourd'hui pas complètement triviales pour que ça fonctionne. Après, c'était les ZAN et déforestation. Déforestation, là, on ne parle pas de la France, mais nous, on est en reforestation. Déforestation, mais au niveau international, un certain nombre de labels, d'actions diplomatiques qui sont conduites. On est, nous, peu associés à ce sujet-là. On travaille, nous, naturellement, sur le volet reforestation et amélioration forestière, entre guillemets, amélioration nationale, parce que, notamment dans France 2030, on nous a confié, c'est la première fois qu'on mobilise des moyens aussi importants, 150 millions d'euros pour faire de la régénération forestière. Et donc travailler sur les peuplements qui ont été touchés par les scolytes, les peuplements qui ont été touchés par des incendies et de manière générale, des peuplements qu'on peut améliorer pour en améliorer la capacité à la résilience, tout court, capacité à résister justement à des évolutions climatiques. C'est procéder à des éclaircies, installer des essences plus résistantes. Enfin, voilà, ce travail-là, il est on est en train de commencer à le faire avec les exploitants forestiers, les propriétaires forestiers, et donc une myriade d'acteurs. On a un guichet, l'ADEME est en train de finir les discussions avec les autres partenaires, notamment le ministère de l'Agriculture, en charge de la forêt, pour qu'on définisse les règles et qu'on puisse avancer et engager ces moyens-là. Ça va quand même être quelque chose, je crois, d'extrêmement important pour que notre forêt française passe le cap des étés, notamment, et du stress hydrique qu'elle va vivre dans les décennies à venir. Quelle est la plus-value de l'ADEME sur un sujet comme celui de la reforestation? Il y a déjà des acteurs bien installés, comme l'ONF. Alors, d'abord, on est. Alors, l'ONF travaille aussi avec l'ONF, en convention cadre avec l'ONF, mais sur ce sujet-là, je crois que l'ADEME a effectivement développé une capacité justement de travail sur l'adaptation, et donc c'est ça qui est mobilisé. Sur ce point-là, en facteur commun des actions sur la régénération forestière. Puis le dernier sujet, c'est le plan eau et on me fait signe de vous dire qu'il est 9h50. Oui, mais si alors, sur l'eau, il y a aussi très justement d'autres acteurs qui s'en occupent, qui sont missionnés sur le sujet, notamment les agences de l'eau. On a, nous, sur les questions d'eau, malgré tout, un travail à destination, d'action de communication à destination des particuliers pour leur donner un peu des clés faciles d'accès, de réduction de leur conso. Vous trouverez sur le site très bien fait Agir pour la transition chez les particuliers d'idées, d'évaluation. Regardez ce que les mousseurs, vous savez, le mousseur qu'on met sur sa douche ou sur son robinet permettent effectivement de gagner. Alors, je vous dis, c'est 30 à 50% de consommation. C'est quand même pas rien du tout. Petit investissement qui peut rapporter pas mal. Et donc, voilà. Les mesures qu'on essaie de mettre à disposition des cadres de communication grand public des particuliers, mais effectivement, on va travailler notamment sur les aspects d'adaptation davantage avec les services du ministère sur la préparation du plan de sobriété appliquée à l'eau. C'est un concept toujours
mais il faut être sobre aussi en matière de. Je n'ai pas parlé de ZAN, je reviendrai. Écoutez, voilà, en tout cas, on va vous remercier pour ce premier temps d'échange avec les journalistes de nos deux associations. On aura forcément l'occasion de se recroiser, on l'espère tous, sur différents sujets, parce qu'il y en a beaucoup qui sont traités par l'ADEME. Voilà. Merci à vous tous d'avoir été présents, et à distance également. Et à très bientôt. Merci. D'accord.